2,75 kg, c'est la moyenne d'ordures générées par jour et par ménage dans la ville de Yaoundé, soit un total de 1890 tonnes par jour. Dans un sillage plus large, au Cameroun, chaque individu génère environ 0,42 kg de déchets. Des déchets dont la composition est faite de 13,6% de produits réutilisables. Vous conviendrez donc avec moi que les déchets sont une richesse inestimable parce que transformables et réutilisables. L'invité de ce jour en a d'ailleurs fait le point d'ancrage de sa réussite. Oui, car il transforme les déchets plastiques en éléments de construction pour vos maisons. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Sommaire. Au sommaire de cette édition, incursion dans un atelier qui de manière artisanale transforme les déchets plastiques en pavés, briques et autres matériaux de construction. En posture d'invité, Nelson Tinjo, promoteur de Demaplastu Cameroun, revient sur la création de son entreprise, son développement, ses difficultés et ses attentes sur le plateau de Tina Songé. Ne manquez pas la rubrique Les petits secrets éco de Boutchouangomsi. En fin d'émission, nous parlerons du prêt bancaire. L'invité de ce jour, retenez bien son nom, Nelson Tinjo. Son quotidien, c'est transformer les déchets plastiques en matériaux de construction pour vos maisons. Un extraordinaire savoir-faire dans un tout petit atelier de la ville de Yaoundé. Mesdames, Messieurs, dans le reportage qui va suivre, vous verrez le contraste saisissant entre son savoir-faire et un environnement décourageant. Regardons. Aux premières heures de la matinée, dans un tout petit atelier de Mvan, ici à Yaoundé, nous allons à la rencontre de Nelson Tinjo, entrepreneur, qui avec son équipe d'ouvriers transforme les déchets plastiques en matériaux de construction pour maison. Nous sommes ici à notre usine de transformation et de valorisation des déchets plastiques en pavés, en bus, en bornes. Déjà, les ouvriers sont à pied d'œuvre, protégés un minimum des gaz qui émanent de cette mixture constituée de sable et de déchets plastiques. Il faut mixer ce qui devient vite une pâte avec énergie et sans s'arrêter. Là, comme vous pouvez le voir, ils sont en train de remuer la pâte, qui est en fait du bitume. N'oubliez pas que le plastique, c'est un dérivé, c'est un déchet, autant pour moi, de la transformation du pétrole brut. Donc, c'est un déchet et lorsque on le chauffe comme ça et on le met des agrégats, ça se transforme en bitume. Et après là, on va le mouler. Ceci peut durer plusieurs heures. Comme c'est un système artisanal, ça dépend maintenant du feu qui est en bas. Parce que si nous dormons l'esprit, on peut passer une journée pour faire un tour de marmite. Oui, donc c'est à moi maintenant qui est dans la marmite de réfléchir la densité du feu. Ensuite, une fois le mélange prêt, la prochaine étape, c'est le moulage. Donc, comme vous voyez là, lorsqu'on finit de mettre dans nos moules, le reste des pâtes, nous faisons des bornes. Vous voyez comment c'est moulé là, comment on est en train d'être moulé. Pour laisser sécher, et la magie opère. Généralement, on laisse refroidir à l'air ambiant pour pouvoir conserver les caractéristiques physico-chimiques du pavé, pour avoir une bonne résistance. Mais pour les besoins de l'émission, nous allons procéder par démoulage par trempage rapide. Donc là, je vais aller tremper sur ce moule pour pouvoir enfin le démouler bien plus tard. On attend quelques minutes. Après, on pourra le sortir et le démouler. Mais je ne préfère pas cette technique. Moi, je préfère que ça soit refroidi en l'air ambiant pour que toutes les caractéristiques physiques du pavé soient conservées
pour une forte résistance. On le retourne comme un gâteau et on le sort. Voilà notre pavé. Et vous voyez à l'intérieur du moule, aucun reste, il n'y a pas eu d'attache, rien. Quand on a graissé, tout est sorti. Nickel. Tout ceci n'est possible qu'après ramassage et tri de déchets plastiques que l'équipe de Demaplastu s'attelle à acheter auprès des tiers, un travail à la fois laborieux et coûteux. Ici, le nombre de matériaux fabriqués n'est pas aisément quantifiable, car il varie énormément et dépend des commandes. Cependant, paver par exemple 1 kilomètre de route demanderait un nombre très important de déchets plastiques. Par ailleurs, la solidité de ce matériau n'est plus à démontrer. Il fait violemment concurrence au ciment, bien que mal connu des populations. À l'esplanade de la mairie de Yaoundé 5e, nous avons fait une démonstration devant monsieur le maire où nous avons lancé cette borne au sol et ça a cassé le pavé en ciment qui était là. Cap vers une école qui, il y a plus de 20 ans, a fait confiance à ce savoir-faire. L'école primaire située à Hawaï Escalier a choisi de faire installer des pavés fabriqués à l'aide de déchets de matière plastique sur sa cour arrière. L'un des responsables de l'établissement nous explique pourquoi leur choix s'est porté sur un matériau si peu connu et sur la question de la satisfaction. Au fait, selon la proposition de Nelson, il m'a dit que c'était une matière bien solide et que ça a gardé sa clarté le plus longtemps possible. Ça fait déjà 13 ans et je vois que rien n'a changé. Pas de casse. Quand on lave, ça devient encore plus éclatant, comme dès le premier jour. Depuis plus de 20 ans, seul et de façon artisanale, Demaplastu et son promoteur tentent en vain de s'insérer dans le marché de la construction au même titre que les grands groupes connus qui raflent les plus grosses parts de marché dans ce domaine. La matière première arrive timidement, la qualité de fabrication reste un problème non négligeable, l'accompagnement de l'État est inexistant. Abandonnés à eux-mêmes, la débrouillardise s'impose comme étant la seule option pour la réalisation d'un travail qui pourrait représenter la fierté de tout un pays et se hisser comme patrimoine national. Après ce traditionnel reportage signé Laetitia Memoli et Junior Paguet, faisons place à l'invité du jour, Nelson Tinjo, qui est expert dans les domaines des déchets solides urbains, avec qui nous nous entretiendrons durant le reste de l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, Monsieur Tinjo, première question, comment vous allez? On est un peu plus bien que bien, j'allais dire, vu que j'ai dû accélérer mes activités pour pouvoir honorer ce rendez-vous. Je suis un peu fatigué, mais ça va. Ça me fait plaisir de vous recevoir. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors, vous êtes ingénieur civil, ingénieur en génie civil, ingénieur en assainissement urbain. Exactement. Vous êtes juriste politiste. Vous êtes expert en gestion des déchets solides urbains. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous confère toutes ces expertises qui, ma foi, ne se ressemblent pas? Disons, ça ne se ressemble pas, mais elles concourent tous pour un même objectif. Dans le cadre de mes activités, déjà, le génie civil, c'est une branche que j'ai toujours sollicitée depuis la 6e, lors des journées pédagogiques de l'orientation scolaire depuis la 6e, lorsqu'on a demandé à chaque élève ce qu'il voudrait être. Le premier choix était génie civil, deuxième choix pilote. Donc j'ai continué vers le premier choix et ma foi, le génie civil a plusieurs branches. C'est un peu comme la médecine.
Et l'assainissement fait partie de ces branches. D'accord. Donc je suis allé dans l'assainissement et chemin faisant, j'ai fait un double cursus entre l'assainissement et le droit. Donc en fait, le droit, je partais plutôt faire sciences politiques parce que je suis un féru de politique. Et je me suis trouvé du côté de l'Université de Tian qui offrait la filière, c'est la faculté là-bas, c'est la faculté de sciences juridiques et politiques. Donc il n'y a pas de dichotomie comme à Soi ou ailleurs. Donc c'est là qui m'a poussé à être dans les sciences juridiques et politiques. Et comment toutes ces performances, on va dire finalement, concourent au bien de ce que vous faites aujourd'hui? Comme je vous ai dit, tout va de pair. Le droit déjà, c'est elle qui régit nos activités en société. Il faut le maîtriser pour lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat et connaître tous les textes que régissent nos activités. C'est primordial pour éviter de faire des erreurs, d'aller à l'encontre de la loi. Et ma foi, même dans l'expertise, surtout ces formes, le droit est important et pour être expert, il faut être transdisciplinaire et pluridisciplinaire. Qu'est-ce qui vous emmène dans l'entrepreneuriat? Ce qui m'amène dans l'entrepreneuriat, déjà, je dirais le fait que j'aidais dans ma maman au départ, parce que ma maman avait tenu une boutique. Là, à l'actuelle Fundi Market, c'était pas comme vous voyez là, c'était des carabottes. Elle tenait une boutique et moi, tout jeune déjà, j'allais l'aider là-bas. Parfois même le dimanche, j'allais ouvrir la boutique juste pour fuir la maison et le quartier. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir, mais c'est juste que j'étais quand même un enfant hyperactif. On voit les enfants hyperactifs comme des délinquants, mais généralement ces enfants sont des gens hyperactifs qui pensent beaucoup à tout au fait. D'accord. Et moi, j'étais dans mon hyperactivité, il me fallait toujours faire quelque chose. Bon, et puis voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes, on l'a vu d'ailleurs dans le reportage, vous transformez les déchets plastiques en dallettes. Ouais. D'où ça vient cette idée? En pavé plastique, on va dire. L'idée... Pavé plastique. Ah oui, écologique, s'il vous plaît, en déchets plastiques. Parce que moi, je les ai touchés, ils avaient l'air... On avait l'impression que c'était du ciment. Non, c'est pas du ciment du tout. D'accord. C'est juste du plastique et des agrégats, le sable, uniquement. D'où vient d'abord l'idée? D'où vous est venue l'idée de cette transformation? Le déclic est parti lors d'un reportage, déjà, que mon papa a regardé sur France 24, concernant les activités de Nicolas Hulot. Ouais, et il était au Tchad, je crois, et on a parlé des pavés en déchets plastiques. Et en ce moment, j'étais encore étudiant, puisque avant même d'être ingénieur, j'ai commencé par le bas de l'échelle, technicien supérieur et technicien de génie civil, technicien supérieur à l'école supérieure des Trois Publics de Boya. Il m'appelle et il me dit, mon fils, il y a les pavés en plastique. Je dis, mais les pavés en plastique, comment? Parce que je sais que le plastique, lorsqu'on le met au feu ou quelque part, ça brûle. Je dis, comment ça, les pavés en plastique, ça ne peut pas exister. Et je suis toujours du genre à dire que lorsqu'on vous apporte une information nouvelle, il ne faut pas trop vous accrocher sur l'information que vous détenez au départ. Il faut aller à la recherche. Oui, il faut être ouvert. Oui, exactement. Donc, pendant les vacances, je suis rentré sur Yaoundé, j'ai fait la recherche sur Internet, j'ai retrouvé le reportage et je me suis mis un peu à fouiller. Je lui ai apporté, il m'a dit, tiens mon fils, il y a quelque chose dedans. Et il venait à peine de prendre sa retraite. On s'est mis au quartier en disant que ok, on va essayer de faire comme eux. On a commencé à collecter les déchets dans le quartier et puis qu'on a eu une bonne quantité, nous sommes allés à la maison. On a pris une mamie de maman que pour l'expérience et on a essayé. Et là, on a vu un résultat, on a essayé avec un moule. Vous aviez déjà des... Ah, ok. Oui, non, on a pris un moule en caoutchouc, les moules pour faire des pavés et du ciment. Donc on a essayé à l'intérieur, c'était le premier essai, c'était lui et moi. Et on a eu un résultat, pas comme celui que nous avons maintenant, mais c'est là qui a été le déclic. Vous vous êtes dit, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et comment est-ce que vous démarrez donc? Oui, vous avez fait des tests, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement c'était possible, mais pour démarrer de manière plus importante, avoir beaucoup plus de pavés, avoir une quantité importante pour pouvoir livrer tous ceux qui en ont besoin, il vous faut un financement. Où est-ce que vous le trouvez? Le financement était personnel. D'accord, sur fonds propres? Sur fonds propres. Pourquoi? Est-ce que vous avez cherché à avoir des financements ailleurs? Il faut savoir que nous faisons dans l'entrepreneuriat social.
C'est-à-dire? L'entrepreneuriat social, c'est que nous sommes une association à la base. Vous n'avez pas une ambition pécuniaire? Si. Okay. Certes, mais l'ambition première n'est pas celle-là. L'ambition première, comme le nom de notre association le signifie, c'est débarrassons l'environnement des matières plastiques usées. Voilà. Maintenant, avec la transformation, il y a des pavés. Et s'il y a des pavés, normalement, si on doit les vendre, il y aura une rente pécuniaire. Là, ça sera tout bénef. Donc, vous commencez sur fonds propres? Oui, sur fonds propres. Avec combien? Là, je dirais que c'est papa qui a décaissé l'argent. Comme moi, j'étais encore en pleine étude. Mais il a décaissé combien? Actuellement, on peut dire que... Au début. Quand vous commenciez? Oh, ça l'a coûté, hein, ça l'a coûté vachement parce qu'il a décaissé à peu près dans les 8 à 10 millions. Oui. C'était pour faire quoi exactement? C'était pour trouver un site, construire un hangar, collecter les déchets parce qu'il fallait, on les achetait. Vous achetiez les déchets? Exactement. Où? Disons qu'on a eu à sensibiliser des personnes. Nous sommes allés même à la décharge d'Isakam lorsqu'elle était accessible à cette époque. Donc on voit les collecteurs qui étaient là-bas, qui collectaient plutôt les matières métalliques. Donc de s'y lancer et ils venaient nous livrer. D'accord. Il y a dans d'autres sociétés qui utilisaient les matières plastiques, qui profitaient de ce fait-là pour venir nous livrer aussi les déchets plastiques. Donc on va dire, vous avez dit 8 à 10 millions, c'était pour trouver l'espace, construire l'usine, oui. Oui, et puis quoi d'autre? Il fallait payer le plastique, à l'époque on nous avait payé à 100 francs, hein, parfois 150 francs. Quoi? Le plastique ou le... Le kilo de plastique, exactement. D'accord. Aujourd'hui ça a bien baissé, c'est à 50 francs le kilo. Donc il y a des personnes qui vont collecter et qui viennent vous déposer ça. Est-ce que vous êtes rentré dans vos frais, on va dire, depuis lors? Depuis lors, nous ne sommes pas entrés dans nos frais, il faut le dire. Lorsqu'on fait dans le domaine du recyclage, tous les experts sur la question vous diront qu'il n'y a pas de rente là si vous n'êtes pas subventionné. Il n'y a pas de rente possible. Pourquoi? Parce que déjà, la part valorisable du déchet n'est pas... Au niveau du Cameroun, ce n'est pas encore ça. Et même déjà avant d'arriver au niveau du déchet ultime, il y a d'autres processus déjà avant qu'il arrive au niveau du déchet. Si on prend selon une certaine échelle, on commence d'abord par la réutilisation avant l'élimination définitive. Donc ce qui fait que le déchet déjà n'a pas... Certes, c'est une source de revenus, mais vraiment pas assez comme on le pense si on n'est pas subventionné. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez pensé à vous rapprocher d'une banque, d'une microfinance qui pourrait vous accompagner dans ce processus-là? Vous savez déjà qu'au Cameroun, les microfinances et les banques ne financent pas les projets. Si vous avez un projet, il faudrait automatiquement une garantie. Encore un projet à caractère social ou socio-écologique. Donc, ce n'est pas évident. Si certes nous nous sommes approchés des acteurs étatiques pour pouvoir nous aider dans ce sens. Et l'un de nos plus grands partenaires a été au départ le maire Théophile Abega, personnellement le défunt capitaine des Lions Indomptables qui nous subventionnait à hauteur de 80 000 francs par mois. Il a cru au projet. Et de fil en aiguille, sa prédécesseur, Madame Amogonoma, par le biais d'un financement de l'Union européenne, on a pu être partenaire. On a pu être partenaire d'un programme appelé le PACA EDC, dont nous étions membres du comité de pilotage. Malheureusement, ça a été tout un fiasco. Pourquoi? Comment? Expliquez-nous ce qui aurait dû être fait et finalement ce qui a été fait. Ce qui aurait dû être fait était la restructuration de Demaplasu dans ce programme-là. Mais ça n'a pas été fait, donc, puisque les fonds, je vais dire, ont été détournés à d'autres fins. Donc, vous auriez dû avoir combien par là? Le financement était de 35 millions pour la restructuration, de 35 millions. Et vous avez eu combien dessus? Rien, zéro, nada. J'ai même fait 6 mois au projet de manière bénévole pour que ça puisse aller, mais je pense que le coordinateur de l'époque qui n'allait pas dans ce sens. Et jusqu'à aujourd'hui, au niveau de la mairie de Yaoundé 4e, je peux vous dire qu'ils en ont mal de ce projet-là. Quand ils attendent de parler,
le maire et ses adjoints, et tout comme les conseillers, ils ne sont pas du tout contents puisque l'Union européenne demande le remboursement. Puisque ce qu'on attendait n'a pas été fait. Et ça nous a mis aussi en mal pendant un bon nombre de temps parce que ce programme a été de 2000, si j'ai bonne mémoire, 2017 sur 3 ans, jusqu'à 2020. À la 3e année, c'était la restructuration de notre unité de transformation de pavés de Démaplastie. Combien d'employés est-ce que vous avez aujourd'hui? Quel est le montant de vos charges et quel est le montant de vos entrées, si je peux dire? Au départ, nous avons commencé en 2009, puisque le récépissé de déclaration, c'était en 2009, mais bien avant quand même. C'était en 2008. Nous avions, je peux dire, 7 personnes sur la main, dont nous prenons totalement en charge. Totalement, c'est-à-dire? La nutrition, l'hébergement parfois, sur le site. Donc parce qu'ils devaient être là pour essayer de faire les pavés. Parce que pour faire même 100 mètres carrés de pavés, il faut prendre beaucoup de temps, il faut beaucoup de quantité. Une énorme quantité, oui. Si on nous demandait aujourd'hui de faire 1 km de route en pavé, en pavé plastique? En pavé plastique, je vous assure que même vous n'aurez plus une queue en plastique chez vous. Je dis, vous n'aurez plus une queue en plastique. Vous voyez? Donc, on était parti donc sur la base de 7 personnes. Et qu'on payait par mois. Le salaire ne manquait pas parce qu'on croyait au projet. On avait une attention très particulière du maire Abega Théophile parce qu'en 2011, on a participé au prix FECOM, la meilleure initiative communale. Malheureusement, on n'a pas gagné, mais on a eu quand même le prix spécial du jury. Donc, c'est ça qui nous a réconforté un peu. Mais voilà, nous en sommes. Donc, vous aviez 7 personnes, vous vous occupiez de la nutrition, du logement, du salaire. Ouais. Mais s'il n'y a pas de ressources en termes de plastique, comment est-ce que vous faites pour continuer à survivre? Justement, c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur la collecte. Démaplastie est organisée de manière suivante. Il y a celui qui est chargé de l'exécutif, qui est la direction de les opérations techniques. Après la direction de les opérations techniques, il y a l'UTRANS, l'unité de transformation des déchets plastiques. Et après, il y a des programmes comme Démaprop et Promo Jeunes. À travers Démaprop, on sensibilise la population, les couches sociales, qui collectaient aussi, parce qu'il faut une bonne quantité. Et à travers Promo Jeunes, c'était la promotion des jeunes qui voulaient se lancer là-dedans, que nous financions aussi également lorsqu'ils venaient pour sa formation. Et par ricochet, ils faisaient la collecte. Et d'aucuns étaient en usine, en atelier avec nous, à l'usine de transformation, pour apprendre l'ingénierie de la transformation des déchets plastiques. Comment est-ce que votre collecte se passe? Est-ce que c'est vous qui allez chercher les plastiques auprès des collecteurs ou alors est-ce que c'est eux qui vous apportent ça? Et est-ce que vous avez les moyens de faire le tour de la ville de Yaoundé par exemple, puisque nous y sommes et votre entreprise est basée à Yaoundé, si il est possible que chaque individu, chaque maison, chaque ménage mette les objets et les déchets plastiques dans un coin, est-ce que vous aurez les moyens de faire le tour de la ville pour récupérer tout ça, tout le temps? Madame, nous avons déjà un projet dans ce sens. Parce qu'il faut vous assurer que nous nous préparons au fait que du jour au lendemain, peut-être l'administration, l'État nous appelle pour dire qu'ok, nous avons vu la qualité de vos pavés, nous voulons faire 1 km de route, juste 1 km de route, je vous assure, il n'y aura pas de déchets. Les déchets vont disparaître dans la ville de Yaoundé et ses environs. Donc, si les moyens sont mis à disposition, ce dont vous décrivez se fera sans embâche. D'accord. Oui. Ça veut dire que, en réalité, quand on marche dans la rue, quand il a plu et que les rues de Yaoundé sont d'une saleté déconcertante, ce sont des choses qu'on peut éviter et de manière intéressante, c'est-à-dire éviter ça et réutiliser ces produits-là qui pourraient nous permettre d'améliorer la qualité de nos routes. Oui, oui. Déjà, il faut déjà que les gens trouvent une part valorisable au niveau des déchets, dans le déchet dans toute sa globalité. Vous voyez? Et cela doit commencer à la base, au niveau des ménages, au niveau des commerçants. Tout récemment, il y a eu les états généraux des déchets. Oui. Voilà, Madame la ministre a évoqué un certain nombre de mesures et activé les collectivités locales par rapport à cela. Et je vous assure que si au niveau des collectivités locales, on prend juste la plus petite des mesures,
pour résorber les problèmes des déchets dans la ville de Cameroun, de Yaoundé, au niveau peut-être des commerçants. Parce qu'ils jongent les rues, ils payent l'occupation temporaire de la voie publique. Si on demande à ces commerçants, à chaque commerçant, d'avoir une poubelle, parce que chaque commerçant fait un commerce spécifique. Et c'est à partir de là que va commencer le tri. Et maintenant, l'entreprise concessionnaire va trouver donc des zones de collecte. On multiplie des zones de collecte où maintenant le soir, des gens iront verser dans des bacs spécifiques à chaque déchet. À chaque type de déchet. Exactement. Et à partir de là, vous allez voir... La collecte est facile, ça sera très facile de gérer. Ouais. Parce que je me suis tellement penché sur le sujet que je me suis dit que voilà le seul moyen. Voilà l'un des moyens, pas le seul, mais l'un des moyens que je pense être le plus probant à mettre en application. Si on exige aux commerçants, à chaque commerce, d'avoir sa poubelle, il n'y aura pas besoin, comme Madame la ministre l'a si bien signifié, de brigades pour surveiller ou quoi que ce soit. Rien que la police municipale seule et le service d'hygiène, ça suffira amplement pour sanctionner. D'accord. En tout cas, merci. On parlera en deuxième partie d'émission de l'investissement et de ce que ça vous rapporte réellement en francs CFA et de peut-être vos projets, vos projets à venir. Est-ce que vous allez rester seulement dans les Dallettes? Est-ce que vous avez l'intention, si jamais vous avez cette possibilité-là, de faire un peu tout? On va en parler en deuxième partie d'émission. Tout de suite, je vous emmène vous retrouver notre expert de la finance, Boutchouang Gomsi, qui nous entretiendra sur le crédit bancaire. Et puis on se retrouve juste derrière. Bienvenue à nos téléspectateurs pour cette nouvelle rubrique Les petits secrets éco. Comment obtenir un crédit bancaire? Pendant cette édition, nous allons vous montrer les challenges ou alors les différents critères que vous devez pouvoir remplir pour pouvoir obtenir un crédit bancaire. Obtenir un crédit bancaire au Cameroun nécessite de suivre plusieurs étapes et de pouvoir répondre à plusieurs critères auprès des institutions bancaires ou des microfinances. Afin de pouvoir suivre ces différentes étapes et remplir les différentes conditions d'éligibilité, nous avons 6 étapes que nous allons vous conseiller à pouvoir suivre. La première étape consiste à choisir ou alors identifier le crédit qui correspond à votre besoin. Ça peut être un crédit immobilier qui vous permet d'acquérir un bien ou alors de pouvoir louer un espace. Ça peut être un crédit à la consommation pour les besoins d'électroménager, frais médicaux et autres qui concernent la famille. Ça peut être un crédit qui correspond à un besoin automobile, soit l'achat d'un véhicule neuf ou d'un véhicule d'occasion. La deuxième étape ici consiste à pouvoir remplir les conditions d'éligibilité au crédit bancaire. Premièrement, quand vous sollicitez un crédit auprès d'une institution bancaire ou financière, il est nécessaire ou alors il est important de pouvoir avoir un compte bancaire dans cette institution-là. Deuxième chose, avoir un revenu stable, que vous soyez un salarié, un fonctionnaire, un entrepreneur ou un commerçant. Il est nécessaire pour vous d'avoir un revenu stable pour pouvoir avoir un bon historique bancaire par la suite, parce que c'est sur la base de cela que la banque pourra voir à quel taux elle pourra vous accorder un crédit. Il est aussi important de pouvoir avoir une garantie. Ça peut être un bien que vous pouvez hypothéquer, ça peut être une caution solidaire, c'est-à-dire une personne qui prendra sur elle de pouvoir être votre caution auprès de la dite institution financière. Et pour finir, respecter le taux d'endettement, parce que généralement le taux correspond entre 30 et 40% de votre revenu. L'étape 3 ici consiste à pouvoir constituer un dossier solide que vous allez transmettre auprès de l'institution financière que vous avez sollicité. Pour cela, il vous faut une demande écrite que vous adressez à la dite banque, dans laquelle vous indiquez le prêt bancaire que vous souhaitez et le montant surtout qui est assez important pour l'institution. Deuxièmement, vous devez avoir une carte nationale d'identité ou alors un passeport qui vous permet de vous identifier. Vous devez également fournir auprès de la banque les 3 derniers bulletins de paie, dans les 3 derniers mois, et aussi mettre à la disposition de cette banque-là une attestation de travail ou de contrat. Vous devez aussi mettre à la disposition de la banque votre relevé bancaire dans les 3 ou 6 derniers mois pour que la banque puisse suivre l'évolution de vos échanges avec elle. Vous devez également fournir auprès de la banque un plan de localisation qui permet d'identifier ou alors de localiser votre maison ou votre domicile. Mettre aussi à disposition de celle-ci une facture, ça peut être une facture d'eau, ça peut être une facture d'électricité qui permet de se rassurer que votre plan de localisation correspond effectivement avec cet élément-là. Et aussi une garantie, ça peut être une maison, ça peut être
un bien, tout dépend de ce que vous pouvez mettre en contrebalance pour pouvoir favoriser cette garantie-là. Pour un entrepreneur qui souhaite obtenir un crédit bancaire, il est important qu'il puisse fournir auprès de celle-ci, premièrement, son registre de commerce qui permet de l'identifier comme un contribuable, associé au statut juridique de son entreprise. Deuxièmement, le bilan comptable et les états financiers des 2 dernières années. En troisième lieu, il doit pouvoir mettre à la disposition de la banque un business plan qui détaille l'objet du prêt et le plan de remboursement. En quatrième lieu, il doit mettre à la disposition de cette banque-là le relevé bancaire de la dite entreprise et en dernier lieu, si possible, des garanties qui peuvent être du matériel, qui peuvent être du stock, qui peut être une hypothèque. Pour la quatrième étape, afin de pouvoir avancer dans la procédure, il faut, bien que le dossier ait été constitué, maintenant il faut le déposer auprès de la dite banque. Et le suivi de ce dossier-là peut prendre 48 heures à 10 semaines en fonction du type de crédit sollicité. Si c'est un crédit à la consommation, généralement c'est de 48 heures à 1 semaine maximum. Si c'est un crédit pour un bien immobilier, ça peut aller d'1 semaine à 2 semaines, 2 fois 4 semaines. Si c'est un crédit pour pouvoir financer un projet d'entreprise, cela peut aller de 4 à 10 semaines. La cinquième étape consiste à la signature du contrat. Si le crédit est accordé, vous allez signer un contrat sur lequel est détaillé le montant du crédit accordé, les délais de paiement, le taux d'intérêt. Et par la suite, cet argent est versé sur votre compte en banque. Si le crédit vous est refusé, la banque peut vous informer des raisons de ce refus-là. Ça peut être un revenu insuffisant, ça peut être un historique de crédit de mauvaise qualité, ça peut être des garanties qui sont jugées faibles. Toutefois, vous pouvez vous améliorer et solliciter un autre crédit auprès de la dite institution dans un délai qui varie de 3 à 6 mois. Rembourser le crédit selon les termes du contrat, c'est la 6e étape dans le cadre de l'obtention d'un crédit auprès d'une institution bancaire. Donc, il est important et crucial de pouvoir respecter les termes de remboursement. Si vous avez des difficultés, il est important de pouvoir, premièrement, négocier un rechèvement auprès de l'institution bancaire. Deuxièmement, éviter les retards de paiement qui malheureusement sont souvent très élevés. Et pour finir, créditer son compte de façon courante avec des entrées. Merci à Boutchouang Gomsi pour sa disponibilité et surtout l'expression de ce sujet qui, ma foi, j'espère, vous apportera des réponses à toutes les questions qu'on pourrait se poser dans l'entrepreneuriat. Alors, ma question, avant qu'on ne continue notre entretien proprement dit sur vos activités, est-ce que vous pensez qu'un jeune qui se lance dans l'entrepreneuriat devrait contracter un crédit bancaire? À cette question, je répondrai oui et non. Oui, dans le cadre où le jeune suit déjà les traces de ses dévanciers. C'est-à-dire que là, il sait déjà l'activité dans laquelle il va se lancer. Les anciens se sont déjà lancés, ils ont déjà fait de la main. Il a vu. Ont déjà même préparé déjà le terrain. Il a vu. Et puis, il peut se lancer facilement parce qu'il connaît déjà le marché. D'accord. Mais si on sort des sentiers battus, que c'est quelque chose d'innovant, de nouveau, et qu'il va prendre un crédit. Il est précurseur. Il est précurseur, oui, et qu'il va prendre un crédit. Il n'est pas sûr que son produit sera réceptif sur le marché, parce que c'est ça le problème. Donc c'est pour ça que lorsqu'on sort des sentiers battus, il est, pour moi, je pense qu'il est judicieux de commencer d'avoir avec son financement propre. D'abord. Mais sinon, si l'on va vers le pas des dévanciers, ce qui a déjà été fait, il faut juste étudier son point d'achalandise et s'y lancer et aller prendre un crédit. Et pourquoi vous n'êtes pas encore allé voir les banques? Je vous ai dit tout à l'heure que nous faisons dans l'entrepreneuriat social. Oui, mais... Les banques, je ne pense pas que les banques, à moins qu'après l'émission, une banque m'appelle et me dit que ok, venez, vous avez déjà quelque chose sur le terrain, on vous finance. Est-ce que vous avez essayé? Mais disons pas essayer, parce que déjà encore le produit n'est pas assez réceptif. On n'achète pas. Les gens ont peur d'acheter? Pas qu'ils ont peur d'acheter, c'est tout nouveau. Lorsque les gens voient parler le plastique, on dit qu'on met le plastique au feu. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Vous voyez, ils ne comprennent pas.
Donc il faut beaucoup plus de vulgarisation. Oui, exactement. Il faut éduquer les populations à cet achat-là, peut-être. Vous savez, au Cameroun, les gens aiment faire déjà ce qu'ils ont vu quelque part. Et pour ça, il faudrait... C'est partout, hein, pas qu'au Cameroun. Mais plus au Cameroun encore. En tant qu'ingénieur, j'en sais quelque chose. D'accord. Parce qu'on ne nous laisse pas exprimer notre talent comme il faut. Parce qu'on vient toujours en disant que fais comme tel, fais comme ceci. Ouais. Donc dans le cas des pavés en plastique, en déchets plastiques écologiques, je pense que c'est l'État qui doit prendre le taureau par les cornes. D'accord. Et montrer que c'est possible pour que les particuliers s'y intéressent. Sinon, déjà, chemin faisant, nous avons déjà eu plus d'une quarantaine de particuliers qui ont commandé nos pavés, dont nous avons livré, posé. Le premier, je vais vous surprendre, fut mon professeur à l'école des travaux publics, le chef du département de génie civil, M. Jean Nono. Oui. C'est lui qui vous a fait confiance pour la toute première fois. C'est lui qui m'a fait confiance pour la toute première fois, puisque je lui ai rapporté le produit, le pavé, et il a vu avec un de ses collègues et qui était aussi professeur, M. Tadocha. C'est eux qui m'ont fait confiance et j'ai transporté la première vente. C'était à Limbé. Alors, lorsque M. Nono vous fait confiance, c'est parce que vous lui dites quoi? Quels sont les arguments qui font du pavé plastique quelque chose de plus important ou de mieux que le pavé ciment? Déjà, M. Nono me fait confiance du fait que, avec ce projet de pavé, j'avais orienté tous mes stages professionnels pour la richesse de la résistance à la compression de ce pavé. Donc, j'avais obtenu un stage au Labogénie. Et au Labogénie, je me demandais comment je vais faire pour mettre cet échantillon que j'avais sur moi à l'essai. Il y avait les laborantins et il y avait plusieurs étudiants. Donc moi, j'étais toujours en train d'observer de la manipulation des machines parce que j'avais un plan machiavélique en tête, il faut le dire. Bon, pas si machiavélique que ça. Bon, oui, de rester lors de la fermeture et d'utiliser les machines par devers eux. Mais je vois que c'était un peu très osé. Je me suis rapproché d'un laboratoire en douce. Je lui ai montré l'échantillon que j'avais. Je lui ai dit que j'aimerais vraiment le tester. Il est tout nouveau. Il était impressionné. Et nous sommes restés le soir après le départ de tout le monde. Il m'a dit de ne pas faire de bruit et tout. Il m'a aidé à tester. La résistance m'a tellement impressionné. J'avais 3 échantillons. On était parti du l'ordre de 16 kN à la compression, 14-15. Moi, je doutais de ça. Je me dis que, mais attention, dans quoi je me suis fourré? Est-ce que c'est la machine qui est défectueuse ou bien c'est vraiment quelque chose de porteur? Donc, je rentre tout gai à l'école et je le fais savoir à mon enseignant, chef du département de génie civil. Lui-même, il touche le produit. Il fait donc appel à son collègue. Et à partir de là, ils avaient un projet sur Limbé. Ils m'ont fait la commande des pavés. Et en 3 mois, j'ai livré 200 mètres carrés. Parce qu'il faut dire que le processus de fabrication, il est encore traditionnel. Et il prend du temps. Vous voyez. Donc, et c'est cet argent même d'ailleurs qui m'a permis à l'époque de pouvoir finaliser ma pension et mon projet de fin d'études. Oui. Intéressant. Alors, vous dites que vous travaillez de manière artisanale. Oui. Est-ce qu'il y a des moyens, il y en a certainement, de travailler de manière industrielle? Il y a des moyens aujourd'hui. Il y a beaucoup de machines. Il y a ceux qui se sont lancés il y a 5 ans dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, qui ont eu des financements, des subventions et qui ont des machines. En Inde, il y en a des machines pour fabriquer carrément le pavé. Oui, qui ont la même, voire moins. Donc si vous avez ces machines ici... Si nous avons ces machines, nous avons déjà tout préparé. Il nous suffit juste d'un financement. Un financement serait à hauteur de combien à peu près? Il faut juste que l'État nous dise que voilà une route pavée là de 1 km. Ils verront le miracle. Oui, mais ça c'est si l'État peut vous demander ça. Oui. Mais si un particulier par exemple, parce que vous ne savez pas qui vous regarde, exactement. Si un particulier décide de vous financer, il devra investir à hauteur de combien? S'il devra investir à hauteur, je vais être modeste, 50 millions, mais s'il faut vraiment aller pour obtenir les machines, il faut 100 millions.
100 millions. Oui. D'accord. J'espère que tous ceux qui nous regardent et qui ont le pouvoir, ce pouvoir d'achat, pourront vous contacter justement en fin d'émission. Exactement. Parce qu'il faut dire que on a visité j'ai envie de dire votre laboratoire, puisque c'est là que vous fabriquez les pavés. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Exactement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, ce serait bien d'encourager les jeunes Camerounais qui osent et qui se lancent donc dans des projets qui n'ont pas encore été expérimentés et qui pourtant portent leurs fruits quand vous vous êtes lancés. Que vous puissiez avoir un financement, soit de particuliers, soit de banques, soit d'autres associations, pourquoi pas, ce serait quelque chose de bénéfique. Alors, à quoi vous dépensez votre argent aujourd'hui? On le réinvestit. Nous le réinvestissons dans l'achat des déchets plastiques. Alors, tous les entrepreneurs nous disent, quand j'ai l'argent, je réinvestis. Quand j'ai l'argent, je réinvestis. Ça veut dire que vous n'avez jamais l'argent pour faire autre chose que réinvestir? Bon, disons que dans le cadre de mes autres activités, je peux m'amuser avec peut-être l'argent qui provient de là. D'ailleurs. Oui, mais dans le cadre de ma placure, l'argent doit être immédiatement réinvesti. Oui, parce qu'on a besoin des déchets plastiques. Il faut des tonnes et des tonnes. Je ne veux pas donner les quantités parce que nous avons souvent des partenaires très malhonnêtes et qui viennent vers nous juste pour essayer de voir comment nous arrivons à cette qualité. Donc, mais s'il faut faire, si vous dites seulement 100 mètres, c'est beaucoup de tonnes de déchets plastiques. Et on en a qui se baladent dans la ville de Yaoundé et qui ne nous servent à rien à part salir, jouer avec notre embellissement, etc. etc. Donc ce serait important justement de prendre ces déchets-là et de les utiliser à bon escient. Alors, vous réinvestissez à hauteur de combien? Disons que vous avez un investissement, actuellement vous avez un investissement de 100%. Lorsque vous avez de l'argent qui rentre, c'est à peu près combien? Combien vous sortez de ce qui est rentré? Combien vous mettez à côté? Bref, on va voir ce genre de détails. Est-ce que c'est possible? Oui, il n'y a pas de souci. Allons-y. Déjà, bien, sur le mètre carré, c'est en fonction du type de pavé que vous commandez, parce que nous avons de différentes tailles, de différentes formes. Ça va de 7 000 francs à 10 000 francs. Il y en a même de couleurs, parce que les gens pensent que vous connaissez seulement le pavé en plastique de couleur noire. Nous le faisons de couleur. Ou gris. Ou gris, quelque chose comme ça, mais nous le faisons de couleur. De couleur, c'est-à-dire rouge? Rouge, oui, rouge-vert, exactement. Pour enlever les espaces rouge-vert. Et si peut-être quelqu'un fait la commande de 700 mètres carrés, de 100 mètres carrés, ça fait à peu près peut-être pour 10 000 francs. Nous sommes à combien? Non, je ne suis pas forte en calcul. Continuons. Donc nous sommes peut-être à 700 000 francs. Et nous réinjectons. Parce que nous avons besoin continuellement de déchets. Oui. Si on n'a pas de déchets... C'est votre plus gros pan de dépenses, en fait. De dépenses, exactement. Et le reste va dans les charges locatives. Les charges fixes. Les charges fixes et consorts. Voilà. D'accord. Et oui, les salaires. Quelles seraient vos attentes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez? Que déjà, le gouvernement prend à bras le corps la problématique des déchets plastiques au Cameroun. Vous savez, les déchets plastiques constituent entre 10 et 15% des déchets ménagers et assimilés. Donc, par jour, un individu, c'est 35 grammes de déchets plastiques qu'il génère. Ouais. Donc, il y a une bonne part valorisable à l'intérieur. Donc, et avec déjà, il faut le dire, il y a eu déjà un décret conjoint en 2012, déjà entre le Mincommerce et son homologue de l'environnement en 2012, qui interdit carrément l'enfouissement des déchets plastiques. Vous savez que la méthode de gestion des déchets, de traitement des déchets au Cameroun, c'est l'enfouissement. L'entreprise en charge enfouit. Pourtant, c'est interdit. Ils ont fait rebelote en 2024. Maintenant, cette fois-ci, avec son homologue du MINDIC, qui interdit cela. L'utilisation des plastiques, on va dire des produits plastiques, comme les sachets, c'est pas permis au Cameroun, normalement. Non, c'est permis à un certain grammage. D'accord. Oui, je pense qu'au niveau... Parce qu'on a commencé à nous faire acheter les plastiques partout dans les boulangeries. Je n'ai pas envie de citer leur nom,
Mais on nous fait acheter des plastiques alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Non, parce que déjà, si on se base sur la loi du commerce, tout commerce a le droit d'emballer. Le devoir. Le devoir, autant pour moi. L'obligation d'emballer. Oui. Maintenant, c'est à la faveur de l'interdiction des plastiques de moins de 61 microns que les commerces se sont lancés dans la vente des emballages à leurs clients. Sinon, normalement, c'est interdit. Ouais. Ils doivent emballer. Sinon, pas avec du plastique, mais même avec du papier. Avec du papier, on voit ça ailleurs, hein, Exactement. des sacs en papier. C'est même une mesure palliative pour lutter contre la pollution des déchets plastiques. Oui. Exactement. Voilà. Là, si finalement vous n'avez plus de plastique, vous allez faire comment alors? Disons, il y aura toujours des plastiques. Ça c'est D'ailleurs, une part importante dans notre quotidien. Ouais. Il y aura toujours, il y a plusieurs types de plastiques. Il y a les thermoplastiques, les thermodissociables. Ceux qui sont le plus recyclés, ce sont les thermoplastiques. Donc nous les utilisons au quotidien. Nous ne pouvons pas faire sans. Même les industries ne peuvent pas faire sans. Mais déjà, même cette décision conjointe entre le Minicommerce et son homologue de l'environnement demande aux producteurs de payer la taxe pollution. Ceux qui produisent, importent et commercialisent les déchets plastiques doivent veiller à la gestion. Ce qui fait qu'ils peuvent venir vers nous autres pour les aider s'ils ont des déchets plastiques à traiter cela. Parce qu'il y a un suivi au niveau du ministère de l'Environnement. De là où vont les déchets de ces industriels ou de ces commerçants, de ces importateurs. Qu'est-ce qu'ils en font lorsque le déchet est produit? Ouais. Mais maintenant, c'est bien dommage que cela ne soit pas suivi. On voit comment les déchets sont versés un peu partout. On a de très beaux textes au Cameroun. Oui, de très beaux textes. Mais l'applicabilité, c'est une autre paire de manches. La ministre Ketia Koutez, lors des États généraux, a demandé l'applicabilité des textes. Il faut qu'on le fasse. Mais qui est supposé s'assurer de l'application de tous les textes mis en place? Je pense que c'est le gouvernement. Exactement, et donc, il faut punir, il faut sévir. Comment les autres font? Pourquoi est-ce que tout le monde, enfin, les gens décident des choses dans leur bureau et puis après, qui est supposé... Déjà, avec la décentralisation, cela relève déjà du devoir des maires. Ce sont les maires qui prennent en compte aujourd'hui la gestion des déchets. S'ils ne font pas, on doit leur taper sur les doigts. Ah, ils doivent le faire. Oui. Parce que même des textes les prévoient une taxe pour les producteurs. La TIOM, la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagers. Et aussi des déchets plastiques par l'occurrence. Ils peuvent créer des centres dans des recyclages des déchets. Ça fera entrer des revenus au niveau de la collectivité. Et pour cela, ils doivent s'approcher des organisations de la société civile pour les aider à l'implémentation de tout cela. Donc, ce n'est pas, nous ne taguons pas, mais nous avons déjà une feuille de route, des programmes, des projets dans la gestion des déchets, dans leur ensemble et spécifiquement des déchets plastiques. D'accord. Alors, on va peut-être terminer par là. Hormis les pavés, est-ce que vous avez l'intention de diversifier votre type de fabrication, on va dire? Bon, déjà, vous vous êtes focalisé sur les pavés. Nous faisons des bus. Des buses. Exactement. Oui. Nous faisons des balustres. Nous faisons des bornes. En fait, ce que nous faisons comme recyclage, c'est la valorisation des déchets plastiques en éléments de construction. Donc, même les briques. D'où votre apport en génie civil. Exactement. Donc, tout élément de construction, nous pouvons les faire à base de déchets plastiques. D'accord. Donc, sans souci. Mais donc je peux construire ma maison, bon, si vous avez la ressource, exactement. Je peux construire ma maison en briques plastiques. Jusqu'au toit, à les tuiles plastiques, en déchets plastiques. Wow. Jusqu'au toit, jusqu'au sol. Wow. Oui, oui, le revêtement des sols, même le revêtement des murs. Si vous voulez, non, bon, le revêtement des murs, on va laisser les briques. Ouais. Est-ce que c'est pas plus cher que le ciment? Si, quand même. Vu que la matière première est difficile à acquérir. Il faut regarder au niveau du rapport qualité-prix. D'accord. Ouais. Le ciment, il s'est détérioré avec le temps. Oui. Ouais. Quand on voit le ciment, il n'est pas si inerte que ça. Hein. Il continue à travailler. Ouais. Avec les intempéries qu'on sort, quand l'eau pénètre, il se dégrade. Vous voyez même les pavés en ciment, comment ils se dégradent. Mais les pavés, quand vous êtes sur le terrain, vous avez vu les pavés qui étaient apposés, qui avaient fait qui sont à près de 15 ans. Ils sont encore intacts.
Lorsque nous sommes allés à l'école là, voilà, vous avez vu, ça fait plus de 15 ans que le pavé est là. Donc il est imperméable, il est immuable, il est éternel, le pavé plastique. Wow. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Tinjo, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'espère vraiment de tout cœur que votre entreprise connaîtra l'essor qu'elle mérite. J'espère que cette émission vous a apporté beaucoup de réponses aux questions que vous pouvez vous poser, que ce soit sur la transformation des matières plastiques en objets utilisables dans nos maisons et dans notre vie de tous les jours, que ce soit sur les questions d'emprunt, de crédit bancaire. Merci à tous et à chacun pour votre fidélité sans cesse renouvelée. On se donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle édition. Bonsoir.